Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une analyse exploratoire de données. Alors je vais utiliser le langage Python, mais ce qui est important de retenir, c'est la démarche bien plus que le code. Et avant toute chose, il faut bien garder en tête que quand on fait une analyse exploratoire de données, c'est pas juste pour le plaisir de calculer des indicateurs statistiques et pour tracer des graphiques. Non, c'est qu'en fait, à la base, on a un problème à résoudre. Alors ça peut être de nature très variée, ça peut être concevoir une application mobile, ça peut être entraîner un algorithme de machine learning, ou ça peut être juste répondre à une question de pure statistique, de corrélation entre variables, par exemple. Et pour répondre à cette problématique, on compte utiliser un jeu de données. Et en fait, ce jeu de données, il va falloir déjà le préparer pour notre problématique. Et dans cette vidéo, on va voir ça au travers de deux exemples différents. Un premier exemple où ce sera une analyse de données en vue d'une application. Ce sera l'exemple principal de cette vidéo, il sera assez détaillé. Et il y aura un deuxième exemple beaucoup plus court où ce sera une analyse de données en vue d'entraîner un algorithme de machine learning. Alors quand même, il y a systématiquement deux grandes étapes dans l'analyse des données. Tout d'abord, il y a le nettoyage des données, et ensuite il y a l'analyse statistique des données à proprement parler. Mais ce qu'on fait dans le détail, eh bien, ça dépend de ce que l'on compte faire de ces données. Et on commence tout de suite avec le premier exemple. Alors, dans cet exemple, on veut créer une application mobile permettant à un consommateur de savoir si le produit qu'il compte acheter est conforme à son régime alimentaire et qui lui propose si possible un meilleur produit. Donc en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on aurait notre consommateur qui définirait son profil, un profil de consommateur, par exemple quelqu'un qui recherche des produits avec un bon Nutri-Score ou sans additifs, et le consommateur scanne un produit avec son smartphone, et l'application lui indique si le produit qu'il scanne est conforme à son profil. Et éventuellement, l'application lui propose un meilleur produit de substitution. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Sur le smartphone, on aurait le profil indiqué, l'article scanné, là un icône facilement compréhensible, bien, moyen ou pas bien, au niveau du produit. Plus en détail, les défauts du produit et des recommandations. Et bien sûr, pour faire ça, il faut disposer d'une base de données comportant les informations sur les produits susceptibles d'être scannés. Et il faut que ces informations soient pertinentes. Et c'est là où va intervenir l'analyse exploratoire de données. C'est est-ce que l'on dispose réellement d'informations pertinentes pour faire l'application qu'on a envie de faire. Alors, une fois qu'on a récupéré les données, la première chose à faire avant de se lancer vraiment dans le nettoyage et l'analyse, c'est juste de jeter un coup d'œil à ce qu'on a comme données. Alors, pour ça, on peut juste utiliser un tableur, parce que si on a reçu un fichier CSV, vous pouvez l'ouvrir avec Excel. Alors, vous pouvez l'ouvrir avec un tableur à condition que le fichier soit pas trop gros. Là, par exemple, j'ai un fichier qui fait quand même plus de 320 000 lignes et 38 colonnes. Ça peut être un peu gros pour un tableur. Bon, moi, ça pose pas de problème en Python, comme ça. Ce que je fais, je regarde brièvement ce qu'il y a dans le tableau. Donc là, par exemple, je vois le code, ça semble être un numéro d'identification du produit. Là, le nom du produit. Origine label. Alors, ce que je vois, c'est des NaN, donc c'est not a number. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur n'a pas été renseignée. Et il y a l'air d'y en avoir pas mal. Et ça, les valeurs non renseignées, les valeurs manquantes, c'est un point très important du nettoyage des données. Je regarde un peu ce qu'il y a, donc nombre d'additifs, ok. Et là, je vois là encore, il y a l'air d'y avoir plein de NaN, donc des valeurs manquantes. Oui, donc visiblement, les valeurs manquantes, ça a l'air d'être un gros souci dans le jeu de données. Il manque plein de choses. Donc maintenant, on va pouvoir se lancer vraiment dans le nettoyage des données. La première chose à faire, ça va être de gérer le manque grossier de données, c'est-à-dire tous ces NaN. Alors, moi ce que j'aime bien faire pour visualiser ces valeurs manquantes, c'est d'utiliser le package MissingNo, qui va me permettre de voir graphiquement où sont les valeurs manquantes. C'est-à-dire dans ce tableau, ce qui est en noir, c'est renseigné, ce qui est en blanc, c'est des valeurs manquantes. Et donc on voit qu'il y a certaines variables, donc j'utilise bien les mots variable ou colonne, c'est la même chose en fait. Donc il y a certaines variables où il n'y a quasiment rien de renseigné. Alors là, c'est pas sur tout le jeu de données, c'est seulement sur un sous-échantillon du jeu de données. Alors il y a une autre façon de visualiser avec MissingNo, c'est sous forme de diagramme en barre, là, comme ça, on voit la proportion de colonnes qui ont été, la proportion de remplissage des colonnes. Et ce qu'on va faire, c'est de supprimer les colonnes où il manque trop de valeurs. Parce que s'il manque des valeurs, on peut rien faire. Et je pars du principe que ce n'est pas votre travail de remplir le jeu de données. Non, soit vous les téléchargez, soit on vous les donne, et vous devez juste les analyser et en faire quelque chose par la suite.
Donc l'idée, c'est juste qu'à partir d'une certaine proportion de valeurs manquantes, on supprime la colonne. Alors, moi, pour cet exemple, je vais quand même garder les colonnes catégories et sous-catégories, parce que j'en aurai besoin pour la suite. Donc je les garde, même si elles sont très peu remplies. Donc je choisis un seuil extrêmement haut. Je supprime les colonnes, où il en manque trop. Et donc là, on voit, j'ai supprimé quand même pas mal de colonnes. Et on fait aussi la même chose sur les lignes, en fait. Parce que, visiblement, il y a des lignes où bon, il n'y a même pas le nom et il y a l'air de rien y avoir du tout à part un code d'identification. Donc ça, on ne pourra rien en faire. Donc c'est un peu la même idée, à partir d'un certain seuil de valeur manquante, on supprime. Voilà, et ça m'a supprimé au total plus de 100 000 lignes déjà, et quelques colonnes. Donc on peut revoir maintenant un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, effectivement, on a bien l'impression qu'il y a quand même moins de valeurs manquantes, moins de nan. Bon, il en reste quand même quelques-uns. Alors là, je vais supprimer quelques colonnes, ça n'a rien à voir avec l'analyse exploratoire, c'est juste dans le contexte de cette vidéo pour alléger un peu le fichier. Ce qu'il faut faire aussi, c'est supprimer les lignes qui sont en double. Alors a priori, quand vous avez un code d'identification, vous n'aurez jamais des lignes parfaitement identiques à cause de ce code, mais peut-être qu'on a finalement un même produit qui a été codé avec deux codes différents. Bon, de toute façon, là au niveau de mes données, j'ai supprimé la variable code. Et du coup, effectivement, il y avait quelques doublons. La deuxième étape, dans la phase de nettoyage, c'est de gérer les valeurs problématiques. En fait, dans un jeu de données, il peut y avoir plein d'erreurs. Une chaîne de caractères à la place d'une valeur numérique, ou une valeur qui est clairement fausse. Une masse pour 100 grammes, c'est forcément un nombre compris entre 0 et 100. On peut commencer par voir les types des éléments des différentes colonnes. Et là, pour mon jeu de données, les types sont corrects. C'est-à-dire, on a bien des floats à l'endroit où on est censé avoir des valeurs numériques et des objets là où on peut avoir des caractères. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est le traitement des chaînes de caractères. Alors, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'en fait, il y a plein de cas différents qui peuvent se produire. Alors, il se trouve qu'au niveau de mon exemple, il y a peu de chaînes de caractères différents. Ce qu'on va voir, c'est surtout catégorie et sous-catégorie. Et par exemple, si on regarde la variable catégorie, bon, donc déjà, il y a des valeurs manquantes, ça on l'avait vu. Il y a une catégorie inconnue. Bon, bah, si la valeur est manquante, bon, voilà, on va noter ce produit en catégorie inconnue. Mais ce qui est plus intéressant de voir, c'est que vous avez par exemple une catégorie Sugary Snacks et une autre Sugary Snacks, mais sans la majuscule au premier S et avec un trait d'union. Donc ça, ce sont des problèmes extrêmement courants avec les chaînes de caractères, les différences entre majuscules et minuscules, les traits d'union, les problèmes d'espace aussi. Bien voir que pour un être humain, on a tout de suite conscience qu'en fait c'est la même catégorie, mais pour la machine, ce n'est pas le cas. Elle ne le sait pas. Donc il faut tout uniformiser pour éviter d'avoir au niveau de l'ordinateur des catégories différentes qui sont en réalité les mêmes. Alors je vais commencer par remplacer les valeurs manquantes, les nan, par inconnues. Ensuite, j'importe RE pour traiter les chaînes de caractères. Et je vais définir une fonction pour uniformiser un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer dans mes chaînes de caractères. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est tout mettre en minuscules. Et je vais remplacer les tirets par des espaces. Et j'ai ajouté une troisième ligne, c'est de remplacer les espaces multiples en un seul espace. J'ai juste mis cette ligne en plus pour vous montrer un exemple de ce qu'il peut avoir, mais ça dépend vraiment de votre jeu de données. Et c'est pour ça que le traitement des chaînes de caractères est assez compliqué, parce que c'est très variable d'un jeu de données à l'autre, et il peut y avoir parfois des subtilités. J'effectue mon uniformisation. On regarde maintenant. Ok, il n'y a plus de majuscules, plus de tirets. Et pour les sous-catégories, voilà ce que ça donne. Passons maintenant au traitement des valeurs aberrantes. Donc on va vérifier s'il n'y a pas des trucs qui sont manifestement faux. Tout d'abord, on a le Nutri-Score. C'est censé être un score représenté par une lettre A, B, C, D ou E. Et bien sûr, il y a des valeurs manquantes, donc des nan, et sinon on voit D, B, C, A, E, pas de problème. On a aussi des variables qui doivent prendre des valeurs numériques, mais qui doivent être entières. Alors, le fait qu'il y ait des points, ça m'indique que c'est une variable de type float en Python, mais on voit bien que c'est quand même un entier, au sens humain du terme, on va dire. Donc, pas de problème pour le nombre d'additifs. Ingrédients avec de l'huile de palme, 0, 1, 2 ou par enseigné, pas de souci. Et ici, pas de souci non plus. Donc là, à ce stade, ce qui va nous rester à traiter comme valeur potentiellement aberrante,
ça va être dans les quantités pour 100 grammes. Donc quantité de sel pour 100 grammes, de protéines et tout ça. Alors, une façon rapide de voir certains problèmes, c'est, en Python, ça va être d'utiliser la fonction describe qui va nous donner des indicateurs statistiques, et notamment le min et le max. Et comme ça, en regardant le min et le max, on va voir s'il y a des problèmes vraiment évidents. Donc par exemple, là, des quantités négatives, c'est pas possible, et des quantités plus grandes que 100, c'est pas possible non plus. Donc on sait qu'il y a des problèmes là. On va regarder une des lignes qui pose problème, c'est l'huile d'olive. Ok, donc masse pour 100 grammes de matière masse de matière gramme pour 100 grammes, il y en a plus de 700 grammes. Donc ça, c'est pas possible. Alors, dans le cas précis de cette ligne, comme je vois que c'est de l'huile d'olive, j'ai envie de dire qu'en fait, la valeur de matière grasse pour 100 grammes, ça doit être 100 grammes. Le problème, c'est que suivant le jeu de données, je ne vais pas pouvoir traiter moi-même, ligne par ligne, toutes les erreurs. Peut-être qu'il y a des cas où c'est faisable, mais je vais partir du principe qu'il risque d'y avoir beaucoup d'erreurs. Et comment on fait dans ce cas-là? Bon, moi, ce que je vais faire, je vais remplacer les valeurs qui sont manifestement fausses par des nan, pour pas qu'elles faussent l'analyse statistique. Donc il y a toutes les valeurs de masse pour 100 grammes qui doivent être comprises entre 0 et 100, et les valeurs d'énergie pour 100 grammes qui doivent être comprises entre 0 et 900 kcal. Alors, je vais compter le nombre de valeurs qui auront été remplacées. Donc, voici les résultats. On voit que pour l'énergie, bon là c'était catastrophique sur ce jeu de données, on a supprimé plein de valeurs. Bon, je suppose qu'il y a eu des problèmes entre les saisies en kilocalories ou les saisies en kilojoules peut-être. Donc là, vraiment un gros problème sur cette variable, donc presque quasiment inutilisable vu le nombre d'erreurs qu'il y avait. Pour le reste, finalement il n'y en avait pas tant que ça. On peut dire que ça aurait sans doute été possible de traiter manuellement chaque erreur. Il faut bien garder en tête que j'ai traité uniquement ce qui était faux à coup sûr. À ce stade-là, pour mon exemple, j'ai terminé la phase de nettoyage des données. Et ça, même s'il reste plein de valeurs manquantes, en fait, bon, d'une part, mon jeu de données est de très mauvaise qualité, donc il manquait déjà plein de valeurs à la base, mais en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être que pour notre application, on n'a pas forcément besoin d'avoir forcément toutes les valeurs de renseigner. Mais il y a des autres cas où, pendant la phase de nettoyage, il faudrait absolument remplir toutes les cases. Par exemple, si vous voulez utiliser vos données pour entraîner un algorithme de machine learning, il est possible que votre algorithme de machine learning n'accepte pas les valeurs manquantes. On passe maintenant à la deuxième étape de l'analyse exploratoire, qui est en fait l'analyse statistique des données à proprement parler. Et dans cette phase, il est très important de garder en tête le contexte dans lequel va être utilisé notre jeu de données. Dans cet exemple, mon application est destinée à proposer des bons produits alimentaires. Bon au sens d'un certain régime. Admettons qu'on ait un profil de consommateurs qui choisissent des produits avec un bon Nutri-Score. Et bien en fait, il faut quand même qu'il y ait des produits avec des bons Nutri-Score et d'autres avec des mauvais. Parce que si on n'a que des bons produits ou que des mauvais, finalement notre application ne va rien proposer du tout. Donc dans notre jeu de données, on va regarder le Nutri-Score et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un peu de tout en fait. Juste des effectifs, c'est pas très visuel, donc on peut tracer des graphiques, soit des graphiques circulaires, soit des graphiques en barre. Et comme ça, on voit qu'il y a un peu plus qu'il y a plus de produits avec un mauvais Nutri-Score qu'avec un bon Nutri-Score, mais il y a quand même un peu de tout. Donc c'est envisageable, avec nos données, de faire une application qui se base sur le Nutri-Score pour faire des recommandations. Alors, dans cette phase d'analyse statistique, vous allez faire d'une part des analyses univariées, vous allez prendre des variables et vous allez regarder des indicateurs statistiques pour ces variables, faire des représentations graphiques sur une variable, mais vous allez aussi faire des analyses bivariées. Donc par exemple ici, ce qu'on peut regarder, c'est le Nutri-Score en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie. Et ça, dans le contexte de notre application, c'est intéressant, parce que ça va peut-être nous permettre de recommander aux consommateurs une catégorie de produits plutôt qu'une autre. Par exemple, là, pour le Nutri-Score, on voit fruits et légumes, ça a l'air d'avoir des bons Nutri-Score, alors que Sugary Snacks, plutôt très mauvais. Donc, on pourrait recommander une catégorie plutôt qu'une autre. On peut voir aussi en fonction de la sous-catégorie, donc c'est plus fin au niveau des catégories.
Et donc là, pareil, on voit qu'il y a certaines sous-catégories avec des meilleurs Nutri-Score que d'autres. Et on va continuer notre analyse statistique en regardant chaque variable et en regardant si on peut faire quelque chose de ces variables. Donc par exemple, les additifs. Bon là, on va pas recommander un produit avec 23 additifs au lieu de 24 par exemple. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt regrouper déjà le nombre d'additifs dans des classes. Donc par exemple, vous pourrez avoir les produits sans additifs, les produits en ayant 1, 2 ou 3, puis de 4 à 6, et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait un découpage comme ça, arbitraire, et il s'avère que selon ce découpage arbitraire, bon, bah, visiblement, on peut quand même faire quelque chose là-dessus. Donc, comme j'ai dit, c'est arbitraire, vous pouvez changer le nombre d'additifs. Peut-être que vous ferez juste sans additifs, avec 1 ou 3, et à partir de 4 et plus, vous rangez tous dans la même catégorie, c'est un autre découpage possible. On regarde maintenant l'huile de palme. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a beaucoup de produits où il n'y en a pas, et quelques produits où il y en a un, et quelques produits où il y en a deux, mais là on ne les voit même pas. Donc en fait, ici, 0, 1 ou 2, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est plutôt est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas. Alors on a aussi une autre variable qui était ingrédient pouvant contenir de l'huile de palme. Donc là, on va faire aussi une classification en regroupant. Aucun 1, 2, 3, 6. Bon, bah finalement, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque fois, il y a très peu de produits qui ont ces caractéristiques-là. Donc c'est plutôt aucun ou il y en a, peut-être. Du coup, par rapport à notre application, l'histoire de l'huile de palme, ce qu'on pourrait faire, c'est juste dire il n'y a pas d'huile de palme, il y a de l'huile de palme, ou il y a peut-être de l'huile de palme. Quelque chose en 3 valeurs possibles. Mais on n'ira pas plus loin dans le nombre d'ingrédients pouvant contenir de l'huile de palme, entre 2 ou 4, là on s'en fiche, ce ne sera pas significatif pour notre application. Passons maintenant aux valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Alors pour toutes ces variables-là, on va bien pouvoir faire nos analyses statistiques. Par contre, pour ce qui est de la prise de décision, faudrait peut-être demander l'avis d'un spécialiste, parce que on voit bien que proposer un produit ayant 35 grammes de glucides pour 100 grammes au lieu de 36, bon, c'est pas pertinent. Mais en fait, c'est dur de savoir à partir de quel moment ce sera pertinent. Donc, il faudrait quand même l'avis de quelqu'un de compétent. Alors, la première chose simple qu'on peut faire, qu'on peut regarder, c'est juste les principaux indicateurs statistiques pour les variables. Donc, moyenne, écart type, min, max et les quartiles, notamment la médiane. Ok, mais bon, les graphiques sont souvent plus parlants que juste des valeurs comme ça. Alors, quel genre de graphique est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essentiellement faire, parce que là, ce sont des variables continues, donc on va surtout faire des histogrammes et des boxplots. Alors, je ne vais pas faire des graphiques pour toutes les variables, je vais juste en faire quelques-unes pour montrer des exemples. Donc là, ce que je fais, c'est pour une variable, glucides pour 100 grammes, j'ai tracé l'histogramme et un boxplot. Alors, pour ceux qui se souviennent plus trop ce que c'est un boxplot, donc c'est pour voir les mesures, pour voir la dispersion de la variable. Donc vous avez sur le rectangle principal, en fait, le trait du dessous. Alors, des fois, ils peuvent être représentés à l'horizontale. Là, je l'ai tracé à la verticale. La barre du dessous, c'est le premier quartile. Celle qui est au milieu, médiane. Ensuite, troisième quartile. Les barres extrêmes, alors là, ça dépend un peu de la définition des boxplots. C'est pas parfaitement arrêté comme définition. Ça peut être le min et le max, mais ça peut être aussi les quantiles à 10 et 90%. Bon, la définition n'est pas parfaitement arrêtée. Et là, j'ai ajouté un point rouge qui est la moyenne. Comme ça, je peux comparer la position de la moyenne par rapport à la médiane. Alors, on pourrait faire ça pour chaque variable, mais je trouve que c'est pas très pertinent. On voit pas grand-chose. Ce qui me semble mieux, c'est de comparer différentes variables entre elles en traçant les boxplots côte à côte. Comme ça, on peut voir qu'il y a certaines variables qui sont plutôt dispersées, alors que d'autres sont extrêmement serrées. Et ce que ça implique pour notre application, c'est que quand c'est très dispersé, vous avez des possibilités de recommander des produits différents du produit scanné, alors que quand les valeurs sont très resserrées, les possibilités de recommandation sont plus faibles.
On va voir maintenant de l'analyse bivariée. Alors là encore, je ne vais pas tout faire, je vais montrer juste un exemple pour qu'on puisse voir l'idée. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé tous des boxplots côte à côte. En fait, j'ai indiqué les boxplots des matières grasses pour 100 grammes, c'est-à-dire que je vais regarder la dispersion des valeurs de matières grasses pour 100 grammes au sein de chacune des catégories. Et il faudra ensuite interpréter ce résultat dans le contexte de notre application. Par exemple, il y a des catégories où les valeurs sont très resserrées. Donc, au sein de cette catégorie, quand un client scanne un produit, on ne va pas lui proposer quelque chose de fondamentalement différent. Alors que pour d'autres catégories, l'application peut recommander des choses très variées. Alors en fait, ce qu'on a regardé ici, intuitivement, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la catégorie et la quantité de matière grasse pour 100 grammes. Donc là, on a des boxplots qui sont tracés, mais pour répondre rigoureusement à la question est-ce qu'il y a une corrélation ou pas, en fait, il faudrait faire des tests statistiques. Dans votre analyse exploratoire des données, il peut être judicieux d'effectuer des tests statistiques rigoureux pour juger, par exemple, d'une corrélation. Ici, par exemple, on pourrait faire une analyse de la variance, un test ANOVA, pour vérifier s'il y a ou non corrélation. Alors, je ne vais pas faire de test statistique dans cette vidéo, mais gardez bien en tête que pour une analyse exploratoire de données, il peut être judicieux, voire même indispensable, de réaliser des tests statistiques. Alors, un autre point important, c'est finalement le traitement des valeurs manquantes, parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal. En faisant abstraction momentanément du jeu de données que j'ai utilisé pour cet exemple, qui est très mauvais parce qu'il manque énormément de valeurs, qu'est-ce qu'on peut dire des valeurs manquantes? Eh bien, il y a des cas où quelques valeurs manquantes ne vont pas vous poser problème. Dans l'idée de mon application, s'il manque quelques valeurs pour les quantités de graisse saturée pour 100 grammes parmi les centaines de milliers de produits, c'est pas gênant, on pourra faire sans. Mais si vous avez absolument besoin de valeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez essayer de récupérer des données manquantes. Alors, c'est pas facile et ça peut être coûteux. Ou alors, vous pouvez remplacer ces valeurs manquantes par des valeurs. Alors, vous choisissez pas n'importe quoi, vous faites pas ça au hasard, mais par exemple, vous pourriez dire que je vais remplacer les valeurs manquantes par la médiane de la variable, ou la moyenne. Mais ça dépend du contexte, parce que dans le cas de notre application, il faudrait pas tromper le consommateur. Donc, vous pouvez pas faire ça n'importe quand. Mais par exemple, dans le cas d'un algorithme de machine learning où votre algorithme a absolument besoin de toutes les valeurs, vous essayez de voir ce que ça va donner si vous remplacez quelques valeurs manquantes par la moyenne ou la médiane sur la variable. Et sinon, vous pouvez aussi être contraint de juste supprimer un individu, une variable de votre jeu de données. Enfin, un autre point important de l'analyse exploratoire de données, c'est la réduction de dimension. C'est-à-dire qu'il peut être intéressant de réduire le nombre de variables, au moins d'une méthode comme l'ACP, l'analyse en composantes principales. Je ne fais pas ça dans cette vidéo, je ne fais pas ici de réduction de dimension de tests statistiques parce que ça demande des mathématiques un peu plus avancées, et je ne veux pas faire de digression mathématique trop importante. Voilà, on a donc terminé avec ce premier exemple. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors vous commencez par un rapide coup d'œil sur les données, et ensuite vous attaquez avec le nettoyage des données, qui consiste essentiellement à traiter les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes. Et ensuite, vous passez à la phase d'analyse de vos données, où vous allez faire analyse statistique univariée, bivariée, éventuellement des tests statistiques ou une réduction de dimension. Le tout en gardant en tête ce à quoi va vous servir vos données. On passe maintenant à un deuxième exemple, qui est l'analyse exploratoire de données destinée à entraîner un modèle de machine learning. Alors je vais utiliser un jeu de données assez connu, qui est celui des passagers du Titanic, le but étant de prédire si un passager a survécu ou non à la catastrophe. Et comme tout entraînement de modèle de machine learning, on va utiliser d'une part un jeu de données d'entraînement et un jeu de données de test. Donc je charge mes données. Donc voilà, au niveau du jeu d'entraînement, donc il y a 891 individus. On a les noms, classes. Alors, survive, c'est est-ce qu'il a survécu, oui ou non. L'âge, sexe, cabine. Bon. Et bien sûr, dans le jeu de données de test, ce qui se passe, on a une variable de moins, qui est la variable est-ce qu'il a survécu ou non. C'est ce qu'on veut prédire. On regarde les valeurs manquantes. Clairement, ça n'a rien à voir avec l'exemple précédent. Il y a juste
deux variables où il manque un petit peu... Enfin, il y a une variable où il en manque pas mal, et puis là, il manque quelques valeurs. Mais globalement, les variables sont plutôt bien remplies. Je ne vais pas refaire le traitement des valeurs manquantes et aberrantes comme à l'exemple précédent. Non, ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer les différences d'approche au niveau de l'analyse statistique par rapport à l'exemple précédent. Là, qu'est-ce qui nous intéresse dans notre analyse statistique? Eh bien là, ce qui diffère radicalement de l'exemple précédent, c'est qu'on a un jeu de données destiné à l'entraînement, un jeu de données destiné à faire des tests. Notre algorithme va s'entraîner sur le jeu d'entraînement, et quand on fait le test, il faut quand même que les données du jeu de test soient pas radicalement différentes des données du jeu d'entraînement. Ça, c'est un point important dans ce contexte-là de machine learning. Bien sûr, on peut toujours se poser des questions de corrélation ou non entre variables. Il n'y a pas de souci. Mais là, ce que je veux plutôt montrer, c'est le fait qu'il faut avoir des jeux de données assez similaires. Donc, je vais juste comparer une même variable entre les deux jeux de données. Donc, par exemple, pour la variable P-class, donc il y a 3 classes, et on remarque que la répartition est à peu près identique entre le jeu d'entraînement et le jeu de test. On peut regarder donc pour les autres variables, pour la variable sexe par exemple. Alors évidemment les effectifs sont différents, mais ce qui nous intéresse c'est la proportion. Encore une autre variable. Vous voyez que ces jeux de données sont extrêmement proches. Et ça c'est absolument indispensable. Vous ne voudriez pas qu'il y ait quasiment que des hommes dans votre jeu d'entraînement et quasiment que des femmes dans votre jeu de test. Non, vous voulez quelque chose d'assez similaire. Et ce sera tout pour ce deuxième exemple et pour cette vidéo.